Thomas Kosterg avec nous chaque lundi à la mi-journée, par téléphone aujourd'hui, pour évoquer l'actualité américaine, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'il faut avoir une lecture macro, une lecture politique de la frénésie acheteuse là, qui marque les derniers jours en provenance des particuliers américains qui sont peut-être plusieurs millions aujourd'hui à tenter de se coordonner dans des combats plus ou moins politiques d'ailleurs. Comment vous regardez cette situation, Thomas ? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs lectures. La première lecture est peut-être en effet une question politique et sociale. Quel lien avec ces phénomènes, en tout cas ces poches d'insurrection politique qu'on a aux États-Unis. En tout cas, on sent dans certains forums de cette plateforme Reddit un sentiment anti-élite, et en particulier anti-élite financière. Donc ça sera un point intéressant. Enfin, surtout que je laisserai moi aux chercheurs en sciences sociales et aux historiens, mais quand même un point à noter. Deuxième point, c'est le point technique. Le point de marché, évidemment, c'est un short squeeze. Donc forcément, il y a un rachat qui amplifie les mouvements, mais ça aussi, je vais laisser ça aux techniciens. La question pour nous, c'est est-ce qu'il y a une question de politique économique derrière ? Et peut-être, la réponse est peut-être, parce qu'on se rend compte, d'une part, qu'il y a quand même un débat sur est-ce que la politique budgétaire et en particulier l'aide aux Américains devrait être pas un peu plus ciblée ? Parce qu'on se rend compte quand même que les chèques qui ont été envoyés aux Américains, parce que les Américains ont donc reçu des chèques de $2 000 au printemps, ils ont encore reçu des nouveaux chèques depuis le mois fin décembre, un chèque de $600. On se rend compte que c'est les multiplicateurs. Donc en gros, qu'est-ce qui retourne dans l'économie réelle ? C'est environ 20% seulement de ces chèques. Donc le reste est en partie épargné et en partie notamment dépensé dans les marchés financiers, puisqu'en plus les Américains ont du temps avec les mesures de confinement, comme en Europe d'ailleurs. Et donc, est-ce que l'argent est vraiment bien employé quand on envoie des chèques de façon non ciblée ? Et ça, c'est un vrai débat, parce que à l'heure où on est en train de discuter le programme de Joe Biden, et notamment son nouveau plan de relance de 1 900 milliards de dollars, il y a des voix qui s'élèvent en disant peut-être il faudra un peu mieux cibler l'aide qu'on va envoyer aux Américains, et peut-être revoir à la baisse d'ailleurs ces fameux chèques. Donc ça a une conséquence, je pense, là-dessus. Et là, évidemment, l'autre conséquence, c'est sur la politique monétaire. Il y a quand même de l'introspection sur est-ce que la politique des taux bas et de l'inondation des liquidités à travers les programmes d'achat d'actifs, est-ce que, encore une fois, ça se transmet bien aux bonnes personnes ? Est-ce qu'on aide les bonnes personnes dans l'économie ? Encore une fois, on voit ces phénomènes spéculatifs qui sont en partie liés à de l'endettement via des prêts sur marge pour l'achat d'actions. Est-ce qu'on est déjà dans une situation ? Est-ce que c'est le reflet d'une situation où les effets négatifs de ces politiques monétaires budgétaires sont plus importants que les effets positifs ? Quand même pas, Thomas. Non, quand même pas. Mais c'est vrai que la Fed, par contre, est peut-être un peu trop rapide en balayant ces aspects-là. En gros, Jérôme Powell, le président de la Fed, nous a dit la semaine dernière, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je suis là pour le taux de chômage, pour faire baisser le taux de chômage et pour l'économie réelle. Je garderai les taux bas pour longtemps. Donc, en gros, on a quand même une quasi-certitude sur des taux bas pendant longtemps. Et en plus, on continuera les achats d'actifs qui sont quand même très élevés, à 80 milliards de dollars juste sur les produits de trésor et 40 milliards de dollars supplémentaires sur les obligations hypothécaires. Bref, 120 milliards de dollars par mois qui sont injectés dans les marchés financiers, c'est quand même massif. Bref, et Jérôme Powell nous dit non, mais moi, je laisse ça aux régulateurs et en gros, je continue. Alors que quand même, il y a quand même le risque pour le business cycle américain et pour l'économie américaine, pour le cycle, c'est moins un risque classique de manque de demande ou de risque lié à une récession classique. C'est il y a quand même un risque lié à un moment au prix des actifs type année 2000 quand même. Bien sûr. C'est quand même le risque plus important par rapport potentiellement, parce que là on a une reprise économique, donc c'est alors certes, il peut y avoir des trous d'air dans la demande, mais on a l'impression que Jérôme Powell et la Fed un peu plus tellement focalisés là-dessus qu'on en oublie, y compris la microéconomie et le fonctionnement des marchés financiers qui peuvent à un moment se retourner. Mais on est d'accord, on n'en est pas là. C'est pas le sujet du jour. Mais voilà, il faut quand même garder ça à l'esprit. Oui, on sait qu'une bulle qui éclate, c'est des transferts de richesse très importants. Il y en a beaucoup qui perdent et quelques-uns qui gagnent. Donc c'est quand même un sujet à surveiller. Bon,
pour l'instant, on est en pleine spéculation, en pleine frénésie. Donc, on va suivre ça, évidemment. Sur le plan budgétaire, vous le disiez, Thomas, peut-être que la situation de marché va faire réfléchir à la taille des chèques et aux personnes à qui on va pouvoir adresser ces chèques. Est-ce que ça fait partie d'ailleurs des discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui entre Joe Biden et un groupe de 10 sénateurs républicains, je crois, qui sont venus avec une proposition budgétaire alternative de taille déjà bien moins importante que ce que les démocrates ambitionnent jusqu'à présent, hein. Tout à fait. Donc le plan de Joe Biden, le plan de relance, c'est donc 1900, de stimulus, c'est 1900 milliards de dollars. Et on a un peu l'impression qu'en effet, ça patine. Il y a un peu un retour à la réalité depuis que Joe Biden s'est installé à la Maison-Blanche, notamment lié au Congrès, puisque je rappelle les règles pour faire passer la loi au Sénat, en tout cas sur ce qu'on appelle la voie classique, c'est il faut trouver 60 voix sur 100 au Sénat. Donc il faut trouver 10 républicains, d'où l'importance de ces 10 républicains qui vont se présenter aujourd'hui pour discuter avec les démocrates, parce qu'évidemment, ils ont un peu le pouvoir de veto sur toute législation. Et eux, en effet, ils arrivent avec un paquet qui est de moins de 1000 milliards de dollars, avec des chèques notamment qui sont rabotés. Moi, je pense que la vérité est un peu quelque part entre les deux aspects, entre le plan des républicains et le plan des démocrates. Et on risque d'avoir en effet une aide budgétaire qui est rabotée autour de 1000 milliards de dollars, mais ça sera suffisant, j'ai envie de dire, pour pallier les risques économiques actuels. Je pense que la vraie question, c'est en fait toujours la même question, c'est celle du virus. Il faut mettre ce virus sous contrôle. Les États-Unis ont vacciné, on est à peu près à 9% de la population qui est vaccinée, mais ça reste trop faible. Si on continue à ce rythme, l'économie ne rouvrira pas potentiellement avant le troisième trimestre. Donc il y a quand même un risque de voir un peu un enlisement, notamment par rapport à cette espérance du rebond de la consommation qu'on attendait tous au deuxième trimestre et qui risque d'arriver seulement au troisième. Bon, plan budgétaire toujours nécessaire. La situation épidémique qui devrait encore peser sur le marché du travail, j'imagine, Thomas, on aura en fin de semaine le grand rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de janvier. Est-ce qu'on est toujours sur l'idée de destruction d'emplois dans l'économie américaine sur les dernières semaines ? En tout cas, on est sur un rapport de l'emploi, oui, qui s'annonce pas terrible. Je rappelle que comme une grande partie des États-Unis était encore en mesure de confinement, semi-confinement. Donc la Californie essaye un peu tourne la page, on rouvre les restaurants qui sont à l'extérieur. À New York aussi, on va rouvrir d'ici le mois de mi-février. Donc voilà, il y a une réouverture, mais le mois de janvier, c'était pas un mois qui a commencé de façon exceptionnelle. Et oui, je pense qu'il faut s'attendre. C'est possible qu'on ait un rapport de l'emploi potentiellement négatif, comme il était d'ailleurs au mois de décembre. Je pense que février sera meilleur parce qu'il y a un peu cette réouverture, mais la question c'est combien de temps ça va durer, dans la mesure où il y a les nouveaux variants sont aussi aux États-Unis. Il y a même des variants autochtones aux États-Unis. Donc regardons la situation de près. Encore une fois, je pense que c'est vraiment le vaccin et la vaccination qu'il faut regarder. Et encore une fois, elle est assez lente, donc il y a quand même un risque de potentiellement une rechute au mois de mars-avril. Bon, attention pour l'activité économique à court terme aux États-Unis. On est toujours dans un phénomène de stop-and-go sanitaire avec des conséquences économiques, évidemment, qui vont avec, que ce soit sur l'emploi ou sur l'activité en général. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg qui est avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour évoquer les enjeux américains de la semaine. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour Smart Bourse, l'édition de la mi-journée qui se termine et on se retrouve évidemment ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.